Ça va, d'abord, pardon de ne pas être avec vous, mais comme vous le savez, en région Île-de-France, nous célébrons la vie numérique dans toute la semaine, là, dans le cadre du festival Futur en scène organisé par la région. Et on a une programmation avec Simino extrêmement dense. Donc, c'est une raison pour laquelle je n'ai pas pu me déplacer, sinon, évidemment, ça aurait été avec plaisir. Que souhaitez-vous que je vous dise Vous connaissez ici Moulineau, une ville moyenne, 65 000 habitants, qui se caractérise surtout par un nombre d'emplois supérieur avec 70 000 emplois, de nombreuses entreprises du secteur technologique, de Microsoft à Cisco, en passant par Huawei, Bull, Orange Labs et une kyrielle d'entreprises innovantes, y compris des jeunes pousses extrêmement prometteuses, comme par exemple Wizim, qui fait des balances connectées, qui a eu les honneurs du dernier salon de l'électronique à Las Vegas en janvier dernier. Enfin, bref, un écosystème local extrêmement dynamique et actif dans le domaine de l'innovation, et qui en plus s'inscrit dans une communauté d'agglomération, évidemment, comme maintenant beaucoup de communes, qui s'appelle Grand Paris Seine-Ouest, qui regroupe 7 communes et qui représente le troisième pôle économique de la région de France, après Paris et la Défense, et qui surtout va avoir pour ambition d'être le trait d'union entre la capitale et le plateau du Châtelet, où, vous le savez, il y a beaucoup d'ambition en termes de recherche. Bref, un corridor d'innovation sur l'ouest parisien que l'on souhaite développer, et qu'on fait évidemment avec nos entreprises, avec nos habitants. Je prends juste un exemple qui aura lieu demain matin. Nous lançons un réseau des entreprises innovantes qui va s'appeler SO Digital, Seine-Ouest Digital, et qui va nous permettre de travailler encore davantage main dans la main avec les entreprises d'agglomération sur nos projets innovants. Parce que lorsque, par exemple, on est dans des projets européens, j'essaie autant que possible d'intégrer avec moi des entreprises de l'aglo. Et pour ça, on a besoin de mieux les connaître, on a besoin de travailler ensemble et de faire des projets d'innovation. On lance aujourd'hui même, avec les habitants cette fois-ci, une expérimentation du coffre-fort électronique. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais en fait, l'idée, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est de plus en plus sur la voie de la dématérialisation, y compris sur le plan personnel, avec la paperasse qui devient électronique, les factures de téléphone, les factures d'électricité, voire les documents administratifs courants. Simplement, on ne sait pas mieux qu'avant les ranger, les classer à la maison. Donc l'idée, c'est de voir si des espaces numériques personnalisés pour le grand public et les particuliers pourraient être intéressants pour eux. Donc voilà, on leur demande leur avis sur une plateforme qu'on nous a proposée à un partenaire. Et puis ça va durer 6 mois et on verra à l'issue de cette phase si ça vaut la peine de continuer, si la mairie a un rôle à faire dans ce domaine-là ou c'est de laisser le marché privé qui se débrouille tout seul. Voilà, c'est un petit peu l'esprit qu'on a dans notre Living Lab. On essaye de démontrer que nous sommes pas aussi structurés qu'un Living Lab académique avec des universitaires et un process extrêmement rigoureux, carré, etc. On essaye nous de démontrer qu'une ville, par définition, c'est un laboratoire d'usage permanent, puisqu'on teste, on expérimente, on interpelle, on consulte constamment. Un autre exemple, par exemple, cette semaine, on lance une consultation qui n'a rien à voir avec le numérique. C'est sur les rythmes scolaires. Ça fait 1 an qu'on débat sur cette question-là, pour savoir si on doit les modifier. Alors évidemment, les changements gouvernementaux ont accéléré un peu la cadence au niveau national. Mais au niveau local, ça fait 1 an que nous consultons les parents d'élèves, les enseignants, les associations, les clubs sportifs, les paroisses, pour savoir comment on peut aménager différemment les temps scolaires. Voilà, je crois que c'est ça l'esprit Living Lab qu'on essaie d'avoir, en tout cas avec les musées. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Deux questions. Alors d'abord, quelle est ta vision du futur pour les Living Labs? C'est la ville du futur, ici les Moulineaux, donc on réfléchit un tout petit peu à demain, voire après-demain. On y réfléchit du haut du fort, probablement aussi. Quelle est ta vision du Living Lab de 2015-2020? J'aime pas beaucoup votre perspective parce que... C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Moi, par principe, on essaie d'avancer pas à pas
et on s'adapte à la situation. La prospective a toujours démontré qu'on se trompe tout le temps, parce que après tout, ce sont les gens eux-mêmes qui font les services, qui font le succès des applications. Alors on va dire tes souhaits. Notre ambition, c'est évidemment que la ville soit de plus en plus, non pas connectée parce qu'elle l'est déjà, mais de plus en plus, ou de mieux en mieux connectée, notamment, comme tout le monde, on a envie de très très haut débit. Il faut savoir que, je reconnais que nos habitants sont gâtés par la situation numérique à Issy-les-Moulineaux, mais ils ont des revendications, ce qui est normal. Et leur grande revendication, c'est pourquoi est-ce que j'ai que 20 mégas d'accès pour accéder à Internet, j'en veux beaucoup plus, donc je veux de la fibre tout de suite. Et surtout, et ça je pense que c'est une demande qui va être de plus en plus importante, je la veux partout, y compris dehors. La 3G, ça ne suffit plus, il faut commencer à réfléchir au déploiement de la 4G et faire en sorte qu'on puisse réellement être connecté en temps réel, au plus haut débit possible, partout où on est. Donc ça, c'est vraiment un modèle important. L'autre modèle, c'est la mobilité, c'est-à-dire que le site internet, je dirais maintenant, c'est encore dans les mœurs, c'est terminé, il y a beaucoup d'évolutions à imaginer là-dessus. Par contre, il faut commencer à réfléchir en tant que service administratif, comment on va pouvoir prendre les mêmes services administratifs sur des smartphones, sur des tablettes, en mobilité, et pas seulement sur le site internet. C'est aussi un enjeu important parce que il va falloir refaire en fait ce qu'on a fait depuis 15 ans en dématérialisant nos services pour le web. Il faut refaire la même chose pour les services mobiles et ça c'est notamment un enjeu, un chantier qui est extrêmement important. Ensuite, l'autre axe pour nous, c'est d'accoler le plus possible numérique et écologie. Et c'est vrai que le port d'ici se veut un exemple dans ce domaine-là, puisque c'est un quartier résidentiel qui va, les premiers habitants vont arriver à la fin de cette année de 2013, où ils auront un appartement hyper connecté évidemment, et qui leur permettra surtout de maîtriser mieux, grâce à l'outil numérique, leur consommation énergétique pour faire baisser leur facture financièrement d'abord, mais la facture énergétique également. Et aussi, avec un consortium d'entreprises importantes, nous sommes en train de travailler sur un projet de Smart Grid qui s'appelle Issy-Grid. Donc là encore, l'objectif est de voir comment les technologies vont pouvoir aider les entreprises, les habitants à réduire leur consommation énergétique et à passer de l'ère de l'énergie fossile à l'ère de l'énergie renouvelable, on espère, avec tout cela. Donc c'est un beau travail de sensibilisation autour de l'écologie personnalisée. Donc les projets n'ont pas. La deuxième question avant de laisser la parole à la salle. Il y a 48 heures, un événement à Issy-les-Moulineaux aux Orange Labs a évoqué la démarche du Lab. Alors, tu peux nous en dire deux mots? Oui, en fait, nous accueillons dans le cadre de ce festival Culture en scène dont je parlais, on a mis en place une programmation sur l'ensemble du territoire, donc aussi chez nos partenaires entreprises, donc chez Orange Lab, au Jardin d'innovation, on a accueilli une conférence sur la vie en 3D vue. Le but c'était la vie en 3D, parole de Living Lab. Donc comment le Living Lab a pu mettre en place une démarche de co-création autour du concept de la 3D, aussi bien dans le domaine évidemment du cinéma en France, mais aussi dans le domaine de l'architecture, pas de l'urbanisme précisément. L'impression numérique en 3D, maintenant qui commence à se développer. On a aussi sur le territoire une entreprise qui s'appelle Vidéo, et à Paris, chez Univers Science, ils vont jouer là-dessus. Mais en fait, on n'a pas fait que cette réunion lundi. On a fait hier matin une réunion autour du paiement mobile en milieu urbain, où le Vinci Park a annoncé qu'il lançait le paiement du stationnement par NFC sur Issy-les-Moulineaux, en sachant qu'on peut déjà payer par téléphone mobile. Et maintenant, il déploie sur tous les eurodateurs de la ville des étiquettes NFC permettant aux gens qui sont inscrits au système de l'iPhone de payer encore plus rapidement, j'allais presque dire en passant leur durée de stationnement. Et ce soir, nous avons chez Microsoft une conférence cette fois-ci sur l'impact des réseaux sociaux dans les élections, notamment avec évidemment la campagne électorale française qui s'est achevée, mais surtout la campagne américaine qui arrive. On a 3 Américains qui viennent, qui représentent les partis en présence pour ces prochaines échéances, qui vont venir présenter un petit peu la stratégie nouvelle de leur candidat. Donc vous voyez, on est, et là je vous parle de sujets un peu professionnels, mais il faut savoir que nos habitants
peuvent aujourd'hui visiter des expositions autour du jeu vidéo dans tous les équipements culturels, qu'au centre commercial d'ici Moulineau, on a mis en place des animations avec la Kinect de Microsoft qui fait des démonstrations de leur dernier jeu Star Wars pour le plus grand bonheur des jeunes, qu'on a un tournoi de jeux vidéo prévu ce samedi, que samedi prochain au Parc de Saint-Germain, on a un concert au grand public avec Yannick Nova, un nombre de grandes stars, et on a demandé qu'un groupe ici nous se produire en partie. C'est un groupe de musique électronique qui s'appelle n'invente pas, Génération Impact, etc. Vous voyez, on est dans cette logique. Notre travail à nous, c'est de pouvoir sensibiliser toute la population, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, professionnelle, ou je ne sais quoi, au numérique. Et c'est à travers le programme scientifique qu'on y parvient. Et encore une fois, aussi en consultant, en voyant comment ils réagissent à différentes initiatives qu'on mène, on peut avancer. Lors de nos derniers séminaires sur les Living Labs espagnols, nous avons eu l'occasion d'entendre un responsable universitaire disant « Mon université, c'est un Living Lab ». En fait, ce que tu nous dis, c'est que ta ville est un Living Lab. Ah oui, pour moi, c'est ce que je disais. Par définition, une ville, c'est un Living Lab, parce que par définition, une ville, c'est un laboratoire d'innovation permanente. Donc, même si ce n'est pas aussi bien structuré que beaucoup des Living Labs que je connais qui sont organisés autour de l'université, la réalité est la même. C'est-à-dire qu'on essaie de coproduire des services en commun avec plus ou moins de succès, mais voilà, c'est vraiment cette démarche-là qu'on a toujours adoptée. Et finalement, cette démarche Living Lab, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelait avant la concertation traditionnelle, même avant Internet. Dans cette ville, il faut savoir qu'il n'y a pas une décision importante qui se prend sans qu'il y ait eu de la concertation avec différents organismes, que ce soit des conseils de quartier, des conseils des aînés, des conseils des jeunes, des conseils d'économie sociale. Enfin, on a mis en place beaucoup d'instances de concertation. Et voilà, et pour le web, on fait la même chose avec la population, de manière plus large, évidemment, parce que c'est de toucher tout le monde. Mais c'est le même esprit, quoi. Avant que tu nous quittes, la parole à la salle. Question. Eric, c'est dommage que tu n'es pas là parce que tout à l'heure, certainement, Carmen Agüero va te montrer comment, au Mexique, le Tecnológico de Santa Fe, c'est-à-dire c'est une université, tout est un Living Lab. Mais il y a même plusieurs Living Labs. Le Living Lab de la Bourse, il y a un Living Lab de la Bourse, un Living Lab du conseil d'administration, etc., etc. Nous les avons visités il n'y a pas longtemps et j'invite à Carmen Agüero, et j'espère que ça va filmer pour que tu puisses voir comment le Tecnológico de Santa Fe, c'est aussi, mais depuis longtemps, non seulement un Living Lab, mais il y a même à l'intérieur plusieurs Living Labs. Tu sais, j'ai toujours été convaincu qu'on apprenait beaucoup des échanges avec les autres, et notamment d'Amérique latine. Il faut savoir, par exemple, qu'on a importé avec Simonu le budget participatif au niveau de nos conseils de quartier depuis, je crois, 1998 ou début des années 2000, à la suite d'un échange qu'on avait avec une ville de Belo Horizonte au Brésil. Donc, j'ai toujours été convaincu qu'on avait beaucoup à apprendre des autres. Des questions dans la salle? Il y a une question de fond. André, peut-être tu peux amener le micro. Moi, j'en ai une très pragmatique pour profiter de la présence d'Éric Le Gall. Ici, les Moulineaux est la ville référence en matière de connexion, très haut débit de l'ensemble des habitants des entreprises. Donc, je lui demande conseil. J'anime le carrefour des entreprises de l'Est parisien avec une volonté de connexion numérique des TPE-PME de l'ensemble du territoire sur 48 communes, de Saint-Mandé jusqu'à Marne-la-Vallée. Et on se heurte en fait à la difficulté d'accès au très haut débit dans diverses communes. Je ne parle pas des usages, parce que bien entendu, tant que tu as accès au très haut débit, les usages sont difficiles à être diffusés. Quel est le secret et quel conseil tu pourrais nous donner pour enfin que tout agent économique, qu'il soit entreprise ou public, l'autre jour j'étais chez le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, il était déploré de ne pas pouvoir accéder au très haut débit. Et la ligne, la fibre optique était à 7 mètres. L'autre jour, j'étais dans un institut, une école de commerce jeune, qui a 10 ans, 600 étudiants, bac plus 5, bien classés, n'arrive pas à accéder au très débit. Qu'est-ce qu'on doit faire, Eric? Au secours, merci. C'est le premier appel au secours de la matinée, Eric. Il était dédié.
Si vous saviez comme je vous comprends. D'abord, on va tout de suite casser une légende. Ici, Moulineau est bien connecté, mais elle n'est pas encore à la perfection parce que aujourd'hui, par le moment où je vous parle, nous avons seulement un tiers des immeubles de la ville qui sont connectés à la fibre optique. Ça veut dire dans lequel la fibre est véritablement entrée. La fibre est sous nos pieds dans nos trottoirs depuis 2006. 6 ans plus tard, nous avons toujours qu'un tiers des bâtiments. Donc il faut savoir qu'il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ça ne se développe pas rapidement. D'abord parce qu'évidemment, on a la réglementation d'un autre âge. Il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas faire entrer de la fibre optique dans un immeuble sans avoir l'accord du syndic ou du copropriétaire, alors que ça ne coûte pas un centime à la copropriété. Donc c'est une aberration qui fait prendre du temps parce que ça suppose que les propriétaires intéressés doivent faire la démarche auprès du syndic pour dire ça m'intéresse, et s'il est tout seul, évidemment, il a moins de chance que s'ils sont 10. Donc imaginez un petit peu les démarches qu'il faut avoir, et évidemment, le temps que le syndic ou le réunion de copropriété se réunissent et qu'ils prennent cette décision, même si c'est un accord, et que les opérateurs arrivent, il se passe encore des mois, donc il faut véritablement être patient. Alors même que dans le tiers de ces immeubles connectés, on sait que plus du tiers des habitants sont déjà raccordés à la fibre optique. Donc il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin, mais c'est vrai que cette réglementation, elle est contraignante. Il faut dire la vérité, je sais qu'on a toujours l'habitude de s'en prendre à Orange, mais il faut quand même reconnaître que la réglementation aussi l'empêche d'innover, en tout cas d'aller plus vite parce qu'il doit attendre les autres. Et moi je vois bien ici, par exemple, il y a des opérateurs qui nous avaient dit qu'ils allaient arriver très très vite et qu'on attend toujours. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas dire à Orange, venez, parce que sinon ce sera la seule offre à proposer aux gens, donc ça peut provoquer une distorsion de la concurrence. Et puis il y a le fait que ça coûte de l'argent, il faut se mettre un petit peu après. Vous savez, moi j'ai la chance de travailler dans une ville qui est hyper connectée, d'habiter dans un village de campagne du fin fond de l'île de France où j'ai un débit internet à la DSL d'à peine 1 méga. Donc évidemment, je râle comme tout habitant en disant mais pourquoi on ne peut pas faire mieux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas au moins upgrader le taux de connexion. Voilà, je râle comme tout le monde et je suis aussi conscient comme tout le monde que si on veut que ça aille plus vite, il faudrait que la mairie mette de l'argent, que ça coûte beaucoup d'argent. On me raconte qu'il y a d'autres villages de la région qui sont encore moins bien dotés que moi, etc. Il faut donc être patient. Moi je regrette, je pense que la seule solution c'est de continuer à revendiquer, continuer à faire pression sur les pouvoirs publics pour dire qu'on en a besoin, que c'est même pas un besoin, c'est une nécessité. Si aujourd'hui on veut prendre de l'avance dans le domaine numérique, il faut absolument revenir au début. Mais on ne pourra rien faire tant qu'au niveau national, il n'y aura pas quelque chose qui permettra de vraiment impulser. Et comme d'habitude en France, on va prendre du retard, on va longuement discuter, et puis le jour où l'équipe va se produire, on va très vite se raccorder. Et moi, je suis convaincu qu'on sera très très bien doté par rapport aux autres pays très rapidement. Enfin, très rapidement. Avant 2020, on va dire. On va faire un raid de Living Lab, c'est que demain, les opérateurs vont appeler suite à cet événement et cette déclaration. Une toute dernière question, parce que sinon nous allons prendre un peu de retard. Marc Leutz, je lui passe la parole. Oui, j'avais une question très simple. Vous avez un concept très intéressant, au fond, de produire de nouveaux services pour la ville en commun. Ma question, est-ce que vous produisez aussi de nouveaux emplois en commun? Merci pour cette question directe, Marc. Oui, et en plus c'est une très bonne question, parce qu'en fait la question qu'on me demande souvent c'est finalement tout ça, pourquoi on communique autant, pourquoi on a investi autant dans le numérique, pourquoi on en fait autant. On en fait aussi autant parce que ça renforce l'attractivité de notre territoire. Et que depuis 1995, qui est le moment où on a adopté une stratégie numérique, il faut savoir que nous avons augmenté le nombre de nos habitants, en passant de 46 000 habitants à 65 000 habitants. On a doublé le nombre de emplois, on a doublé le budget municipal, et même cette année 2012, on va même baisser les impôts locaux de 20%, après une stabilité qui a duré 15 ans. En fait, il faut faire simple. La dernière fois qu'on a monté les impôts locaux, c'était l'année où on a lancé le site internet de la ville en 1996. Depuis ce moment-là, on a non seulement plus augmenté les impôts, mais aujourd'hui on les baisse. Tout simplement parce que la ville s'est enrichie avec l'arrivée des entreprises, évidemment des emplois
qui sont générés avec ces nouveaux sièges-là. Donc on est, sincèrement, c'est mon job, mais il faut bien comprendre que la success story de Simino, pour moi, elle est exemplaire parce que cela démontre que si on investit dans le numérique à fond, on renforce notre activité et on se développe. Et que si tous les territoires de France, d'ailleurs, adoptaient une stratégie aussi agressive dans ce domaine-là, on bloquerait la croissance économique et donc l'emploi. Et pour moi, ça me paraît essentiel. Quand on est en région, par exemple, je discutais hier avec un représentant de la ville de Laval. Je lui disais, après tout, quand moi je parle de corridor d'innovation de l'Ouest jusqu'à Saclay, on pourrait aller encore plus loin. Alors, je dirais que vous de côté, mais on pourrait très bien aller jusqu'à Rennes, qui est très innovant aussi, jusqu'à évidemment en passant par Laval, jusqu'à Nantes. On peut imaginer un vrai territoire d'innovation sur tout l'Ouest. Parce que demain, grâce justement grâce aux infrastructures, moi je crois beaucoup au télétravail parce que je pense aussi que le télétravail, c'est une réponse à la crise énergétique. Parce que plus on pourra travailler à partir de chez soi, ou dans des milieux proches des gares, et moins on prendra la voiture pour venir travailler, moins il y aura de bouchons et moins on produira. Et franchement, je suis vraiment convaincu que c'est dans cette direction qu'il faut aller et que tout le monde comprendra. Donc voilà pourquoi nous on investit dans le numérique à ce point-là. Merci Eric. Une toute dernière question, Nicolas Lec, de la Martinique. Nicolas. Alors Eric, tu as entièrement raison quand tu parles des problèmes de bande passante, mais vous êtes en ville. À la campagne, c'est pire. Parce qu'on a entendu, notamment aux assises du numérique, le gouvernement a annoncé que la France est entièrement couverte en haut débit. Sachant que le débit, c'est 512K. Et je crois qu'il y a un vrai souci. Alors ma question, c'est quand est-ce qu'on va faire la manifestation des indignés des télécoms? Parce que nous sommes les Minglaves, donc nous sommes utilisateurs. Quand est-ce qu'on va les manifester pour réclamer le haut débit? Parce que sur nos territoires, on est capable d'avoir un TGV. On est capable de faire des grands investissements. Donc pourquoi pas pour le numérique? C'est vraiment la question de conclusion. Et ben, je suis sûr que ce jour viendra. Donc moi je reste optimiste. Ça prend du temps, un peu, je crois qu'il faut être patient, mais je suis sûr que ce jour viendra. Et je suis sûr qu'effectivement, à un moment, au niveau de l'État, parce que c'est quand même à ce niveau-là que ça va se passer, on comprendra qu'il est aussi important d'investir dans des infrastructures de TGV que dans des infrastructures de très haut débit. Vous savez qu'on est aussi à Esquimino au cœur du Grand Paris, puisqu'André Santini préside cette nouvelle organisation qui a pour objectif de développer l'agglomération parisienne dans ces domaines. Et par exemple, on est en train de négocier donc, un contrat de développement territorial pour ce qui nous concerne, nous, l'agglomération de Simouino, et évidemment, le numérique est au cœur de cela. Et évidemment, le haut débit est au cœur, parce que quand on dit de la campagne, il faut savoir par exemple que dans notre agglomération, on a Ville-d'Alfred, qui est une petite bourgade très jolie et très végétalisée, où il y a par exemple une unité extrêmement connue de robotique qui remporte chaque année beaucoup de prix. Et à chaque fois que je parle avec eux, la seule chose dont ils parlent, c'est on n'a pas assez de débit. La fibre ne vient pas jusqu'à nous. Donc vous savez, on a tous les mêmes problèmes. N'imaginez pas que parce qu'on est sur Paris, on est privilégié. Je sais bien que c'est peut-être une meilleure situation que ce que vous avez en région, mais on a tous les mêmes problèmes et il faut continuer à revendiquer et à convaincre les pouvoirs publics de l'ardente obligation de pouvoir adopter une stratégie de déploiement de fibre optique, mais vous savez, ça coûte de l'argent, on est en crise économique, on n'en a pas, donc il faut trouver des moyens un peu différents. Par exemple, moi j'habite à la campagne, donc je connais ces problèmes-là. Je ne revendique pas le besoin d'avoir une fibre optique jusqu'à chez moi parce que j'ai déjà pas tout à niveau. Donc il faut rester un peu cohérent. Si je choisis de vivre à la campagne, c'est pas pour avoir aussi l'avantage de la ville. En revanche, il y a d'autres solutions qui pourraient être déployées à travers le satellite, à travers la radio, enfin, le Wi-Fi, le WiMAX ou je ne sais quoi, et qu'on n'a jamais réussi à mettre au point suffisamment. Et je pense que c'est sur ces axes-là qu'on pourrait avancer. Si au Japon, ils ont autant d'accès à la fibre optique qu'on le voit, c'est parce que les câbles, ils passent en aérien. Ils ne dépensent pas autant d'argent que nous pour enterrer leur réseau, ils passent tout en aérien comme des fils électriques. Et évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher, et c'est beaucoup plus facile. Donc il faut, à mon avis, ne pas laisser trop
le pouvoir aux ingénieurs qui vont nous dire comment faire un super réseau vachement efficace. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on arrive à trouver du haut débit, quelle que soit la technologie existante. Voilà.